Si ça avait été dans le domaine politique, qui sait, on aurait peut-être lu, je vais vous expliquer pourquoi Arthur Delaporte est Macron compatible. Ouais, par exemple. Ou pourquoi Sam Zira n'invite que des nuls sur son plateau. Je le dis encore aujourd'hui avec beaucoup d'émotion. Ça m'a touché et ça me touche encore aujourd'hui d'en parler parce que... Les algorithmes décident de ce que l'on voit et de ce que l'on ressent, de ce qui nous met en colère ou de ce qui nous fait du bien. On pense choisir ce que l'on regarde, mais choisit-on véritablement Arthur Delaporte, député PS? Bonjour, la réponse est non. C'est évidemment les plateformes qui choisissent pour nous ce que nous regardons, dès lors qu'on est dans des fils pour toi ou équivalents. On regarde, on scrolle, mais en fait, on n'a jamais choisi la vidéo suivante. C'est la plateforme qui, par rapport à ce qu'elle pense de nous, à ce qu'elle pense être nos préférences, nous met le contenu d'après. Comment tu vas, Arthur? Écoute, ça va. Ça va, en pleine commission d'enquête TikTok. Ouais. À l'heure où je parle, on est à peu près au milieu des auditions. Et c'est une commission d'enquête qui est passionnante. Je pense qu'on va en reparler un petit peu. Bah oui, parce que tu es initialement à l'origine de la loi influenceur. Je crois que ça, toute ma communauté le sait. Aujourd'hui, tu présides la commission d'enquête TikTok. Cette commission d'enquête, elle a été créée donc le 13 mars dernier. Elle cherche à piloter un travail de fond sur l'impact psychologique et social de la plateforme, en particulier chez les mineurs. Cette commission, elle vise à étudier les mécanismes de captation de l'attention, les effets potentiels sur la santé mentale, y compris les pensées sombres, l'exposition à des contenus dangereux, ainsi que les différences entre TikTok et sa version chinoise, Douyin, en matière de régulation algorithmique et de protection des jeunes utilisateurs. Pourquoi, Arthur Delaporte, le sujet de l'impact de la santé mentale chez les utilisatrices et les utilisateurs de TikTok t'a intéressé, toi, en tant que député? Parce que j'avais déjà une petite appétence pour la question de l'impact des réseaux sociaux et des impacts négatifs. Avec la loi influenceur, on a quand même commencé à voir comment on pouvait réguler un certain nombre de comportements sur les réseaux, de comportements dangereux. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a fini la loi influenceur, il y en a un certain nombre qui sont basculés, par exemple, de Instagram à TikTok, parce que leurs revenus publicitaires s'étaient effondrés, par exemple. Ils gagnaient pour certains plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Et puis là, avec les placements de produits interdits, ils ne pouvaient plus faire n'importe quoi. Ils se sont dit comment je vais gagner de l'argent. Et en même temps, il y a TikTok qui augmentait. Il y avait de plus en plus de gens, de jeunes notamment, sur TikTok, et avec d'autres formes de monétisation, plus virales. Et donc, voilà, ils se sont mis à produire des contenus viraux ailleurs, sur TikTok. Et donc, voilà comment je me suis intéressé un peu à TikTok. Mais après, ce n'est pas comme ça que je me suis dit il faut créer une commission d'enquête. Pour le coup, il faut rendre à Laure Miller, c'est comme ça qu'elle s'appelle, députée Renaissance, ce qui lui revient, c'est elle qui s'est dit, tiens, il y a un sujet, il faut créer une commission d'enquête sur l'impact de TikTok sur les mineurs. Et je me suis dit, ça tombe bien, j'ai commencé à m'intéresser à TikTok, je vais m'impliquer là-dedans. Et comment ça se passe? Tu proposes une candidature, tu es élu quelque part président de la commission d'enquête? Tout à fait, il faut faire une campagne. En gros, une commission d'enquête, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est un texte qui va être écrit par un ou une députée qui va avoir une idée et va se dire, voilà, sur ce sujet-là, il y a un problème public, il faut qu'on fasse une enquête, donc on auditionne des gens, qu'on aille rechercher des éléments pour manifester la vérité sur ce problème, et derrière qu'on voit quelles sont les solutions qu'on propose en termes d'orientation publique. Et donc, on rédige ce qu'on appelle une proposition de résolution pour créer la commission d'enquête, et derrière, il faut un vote. Il y a deux options. Globalement, tous les groupes parlementaires ont le droit à une commission d'enquête par an. C'est ce qu'on appelle un droit de tirage. Donc quand on est un groupe d'opposition, on se dit sur quoi je vais utiliser mon droit de tirage. Par exemple, moi, le groupe socialiste a fait sur le scandale du chlordécone. Donc c'est des pesticides hyper dangereux qui ont été balancés notamment en Martinique pour la production de bananes, qui ont pollué les terres, qui tuent des gens. Enfin, c'est un truc de fou. Voilà, ça c'est un des sujets. En ce moment, j'ai un copain qui préside une commission d'enquête au Sénat sur la question des eaux Nestlé Waters, etc. Donc, c'est un vrai scandale sanitaire aussi. On a une autre commission d'enquête qui a fait un peu de bruit, celle sur notamment tout ce qui est les violences sur les mineurs, donc dans les établissements, et notamment Betaram, avec le Premier ministre qui a été auditionné. François Bayrou, donc sur ce sujet-là. Voilà, donc il y a plein de possibilités de commissions d'enquête. Oui, il y a une commission présidée par Sandrine Rousseau aussi sur les violences sexuelles dans le milieu du cinéma, ou encore sur les difficultés d'accès aux soins, présidée par Jean-François Rousset. Voilà, donc il y a plein de sujets, et donc chaque groupe peut choisir son sujet. Et puis parfois, une fois qu'on a épuisé son droit de tirage, donc il y a 10 groupes, donc ça fait en gros 10 commissions d'enquête par an, on peut aussi décider, si on arrive à convaincre assez de députés, qu'il y a
un sujet qui mérite l'attention. Et donc c'est comme ça que cette commission a été proposée. Elle est devenue en fait une commission en plus. Voilà. Et alors pourquoi, à ton niveau, en tant que président de la commission d'enquête TikTok, tu as choisi justement la plateforme TikTok et pas Instagram et pas X? Au début, justement, quand on est en train de créer une commission d'enquête, il y a un débat. On peut amender l'objet de la résolution, on peut rajouter des éléments, on peut en retirer. Et donc, voilà, moi j'ai réussi à rajouter quelques petites choses pour le travail qu'on doit faire, parce qu'en fait, ce que tu as lu tout à l'heure, c'est un peu le programme de travail de la commission pour 6 mois. Et moi, je voulais qu'on étende à tous les réseaux sociaux. Et on a eu une discussion avec la rapporteure, et elle a dit, ouais, mais en même temps, on n'a que 6 mois, et en plus, c'est limité dans le temps par la loi, hein, par la Constitution. Et on a les vacances d'été qui arrivent. Oui. Et si on se met à faire tous les réseaux sociaux, on ne va pas s'en sortir. Donc, on va cibler sur le réseau qui est le plus fréquenté par les mineurs, c'est TikTok, notamment par les très jeunes. Et donc, du coup, à partir de là, c'est aussi lui qui concentre un certain nombre de dérives. Mais ce qu'on va ressortir de cette commission d'enquête sur TikTok, on pourra aussi l'appliquer évidemment aux autres réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas que TikTok qui a des problèmes d'algorithme, qui a des problèmes de modération des contenus. En fait, c'est plus large que ça, mais on prend un cas d'école pour essayer derrière d'en tirer un certain nombre de choses, mais on essaie de le faire très sérieusement et de la façon la plus approfondie. Donc moi, j'ai été sensible à ces arguments-là. Je n'ai pas voulu, comme c'était un peu son idée au départ, dire on fait tous les réseaux, parce qu'en plus, la question, c'est où est-ce qu'on s'arrête ? Est-ce qu'on fait Telegram? Est-ce qu'on fait WhatsApp? Est-ce qu'on fait des réseaux plus confidentiels, parfois, qui sont extrêmement aussi dangereux? Donc voilà, on a dit, on fait TikTok, et on le fait bien. On le fait que pour les mineurs, alors qu'on sait qu'il y a des sujets aussi pour les majeurs, les jeunes majeurs, voilà. Donc, mais en même temps, on le fait bien sur les mineurs, parce que quand on aura montré les problématiques pour les mineurs, on pourra les étendre aussi au reste de la société. Donc il y a eu d'abord ce débat sur le périmètre, et une fois qu'on est d'accord sur le périmètre, il y a un vote. Le vote, si la résolution elle est acceptée, et ça a été le cas par l'ensemble des députés à l'unanimité, eh bien, on a une constitution de commission d'enquête. Et donc là, chaque groupe va désigner des représentants en fonction de son poids. Donc par exemple, moi, mon groupe, on est 66 députés, soit environ 10% de l'Assemblée nationale. Il y a 30 députés membres de la commission d'enquête, et donc on a le droit à 3 places dans cette commission d'enquête. Derrière, en fait, il y a une élection pour devenir président. Donc en fonction du nombre de personnes qui déposent sa candidature, voilà, c'est une élection à la majorité. Il s'avère que j'ai fait un peu campagne, j'ai dit, voilà, je pense que je suis légitime, etc. Donc j'ai été le seul candidat, et donc élu à l'unanimité par la commission. Et alors concrètement, la phase de diagnostic, elle consiste en quoi, cette commission d'enquête? Comment savoir quel chercheur auditionner? Comment savoir quel psychologue auditionner? Quel spécialiste de la tech? Quelle famille aussi entendre? Quelle famille de victimes? Ouais. Eh bien ça, c'est un travail justement que doit faire le président. Parce que c'est le président qui convoque les gens. Ça, c'est mon rôle. Et donc, il s'avère que, parce que j'avais travaillé sur le sujet, que ça faisait plusieurs mois que je travaillais aussi, on en avait déjà un petit peu parlé de la loi Influenceur 2, donc avec l'idée que sur cette nouvelle loi Influenceur, on l'a un peu mis en pause le temps de la commission, justement. Ah, j'aime bien le nom de code, la loi Influenceur 2. Voilà, nouveau blockbuster. C'était notre sujet avec Stéphane Vogetta, avec qui j'avais fait la loi 1, la loi du 9 juin 2023. On s'est dit, tiens, là, il y a moyen de creuser un peu sur comment on arrive à protéger les jeunes. Et donc, nous, on connaissait déjà les agences d'influenceurs, on connaissait déjà un certain nombre d'influenceurs, on connaissait aussi des gens qui travaillaient un peu sur ça, des chercheurs, des juristes. Et donc, voilà, le point de base, c'est les gens qu'on connaît. Et puis après, il y a les gens qu'on nous conseille, les gens qu'on nous suggère. Et donc, là, on regarde est-ce qu'ils sont intéressants ou pas. Puis parfois, on a des intuitions. Par exemple, moi, je voulais organiser absolument une table ronde sur la question du sexisme, du masculinisme, etc. Là, on cherche. On cherche des gens qui ont travaillé là-dessus, des gens qui ont fait des documentaires là-dessus, des universitaires. Voilà un peu comment on constitue le périmètre. Et puis derrière, on essaie d'audiencer tout ça, c'est-à-dire de créer un programme de travail avec, cette semaine, on va commencer par exemple, les chercheurs qui travaillent plus généralement sur l'économie du numérique. Et puis après, on va resserrer. Moi, j'ai voulu faire un plan, comme on appelle, en entonnoir. Donc, c'est-à-dire qu'on est parti des gens qui réfléchissent largement sur les enjeux du numérique. Après, on est passé sur des gens qui réfléchissent sur la manière dont l'algorithme provoque des effets. Comme ça, on est passé à la mécanique un peu, on a ouvert le capot de l'application. Et ensuite, on est passé sur des psychologues qui nous montraient comment, globalement, il y avait des effets qui pouvaient s'observer à l'échelle large. Puis là, on est arrivé aux victimes. Donc, on a auditionné des victimes. Et ensuite, on arrive dans la phase, une fois qu'on a des victimes, comment on va traiter ça? Donc, comment on va enquêter? Comment la justice va se saisir de tout ça? Comment
on va enquêter sur les dérives à l'échelle européenne, et puis après, à la fin, on arrivera, une fois qu'on aura fait des acteurs un peu institutionnels, aux TikTokers, comment ils agissent, comment ils réagissent, comment ils ont conscience que leurs contenus peuvent impacter la santé, la vie des gens. Et puis à la fin, on finira par TikTok. Voilà, c'est le bout de l'entonnoir. Et donc, à la fin de cette commission, on aura une longue audition. Et donc, à l'heure où je parle, ce n'est pas encore arrivé, mais à l'heure où cette émission sera diffusée, eh bien, on aura déjà auditionné TikTok pendant toute une journée. Alors, c'est vrai que nous, en tant qu'utilisateurs des réseaux sociaux et de la plateforme TikTok, on voit le haut de l'iceberg uniquement. C'est-à-dire qu'on va cliquer sur une vidéo ou on va tomber sur une vidéo sur laquelle on va marquer même indirectement un intérêt parce qu'on est resté quelques secondes de plus qu'une autre et ça va potentiellement être tout de suite enregistré par la plateforme qui va nous en montrer d'autres similaires. On va passer en revue ensemble, Arthur Delaporte, des vidéos, des trends, ce qu'on appelle des trends, donc des tendances qui reviennent et qui polluent tu vois, j'ai pas fait exprès, mais qui pollue les plateformes et nos algorithmes à partir du moment où on est tombé une fois dessus. On va commencer avec la trend du skinny talk. Ça, c'est un vrai mouvement, c'est une vraie tendance de personnes qui, de façon très vindicative, appellent à la minceur. Je te propose de regarder. Vous savez pourquoi la plupart des gens ont un problème avec le skinny talk? Parce qu'on vous dit des vérités que vous voulez pas entendre et que personne n'osera vous dire. Moi, je vous le dis, depuis que j'ai la mentalité skinny talk, ça fait presque 2 ans maintenant. Go girl, va à la salle, mange bien, respecte-toi, parce que oui, se laisser aller, manger mal, c'est une forme d'irrespect envers soi-même. En gros, l'idée, c'est vous avez des TCA, vous faites des crises d'hyperphagie, parce qu'il n'y a personne devant vous. Imagine, tu es devant ton crush et tu fais ta crise de TCA. Est-ce que tu serais capable de le faire, honnêtement? Tu serais pas capable. Parce qu'on va pas se mentir, ça fait morphal de dégommer un paquet entier de cookies. Donc écoutez mon conseil, si vous voulez maigrir, mangez comme si vous mangez devant votre crush. Ça va vous changer la vie. Ça va, mais vous changez la vie. Est-ce que tu trouves cette tendance dangereuse? Ah, c'est super dangereux parce que là, on a l'impression comme ça que c'est un peu anodin, que c'est des conseils, comment tu manges bien, comment tu as une vie saine, comment tu as un corps sain. Mais en fait, derrière, ce que produisent ces tendances, c'est qu'elles déjà normalisent des modèles de maigreur extrême. C'est-à-dire que pour être beau, il faut être mince, voire très mince, voire très très mince. Et donc, en fait, on va se dire, moi qui ai un peu de forme, quoi, c'est pas normal. Je suis pas normal. Je suis pas... Je vois tous ces gens et en fait, je vais idéaliser des formes qui ne sont pas des formes normales, finalement. Oui, mais c'est surtout pardon, j'ai envie de dire avant, ça fait très vieux schnock, mais avant justement qu'il y ait cette industrialisation de la vidéo virale, on tombait sur des vidéos potentiellement où on allait chercher l'information auprès de spécialistes. On a l'impression aujourd'hui sur cette plateforme que tout le monde est devenu journaliste, tout le monde est devenu psychologue, tout le monde est devenu diététicien, tout le monde est devenu politique, alors, tout le monde est devenu chercheur. Ça, c'est sûr que c'est un des effets plus largement des réseaux sociaux que de mettre sur un niveau d'équivalence des formes de légitimité différentes. Parce qu'on a des gens dont c'est le boulot. On a des nutritionnistes qui peuvent donner des conseils et qui savent très bien aussi les conséquences de certains conseils. Là, évidemment, tout le monde est égal et je vais donner autant de crédit, c'est le mécanisme d'un réseau social, à la parole de Samzira que à celle de je sais pas qui pour connaître ou comprendre les mécanismes des réseaux sociaux. Bon, moi, comment tu régules ça? Comment tu régules la prise de parole d'utilisateurs qui ont le droit de faire valoir leur liberté d'expression sur un réseau social public? Déjà, on essaie de lutter contre le renforcement, comment l'algorithme va contribuer à enfermer les gens dans des bulles de filtre. Parce que si je commence à liker ou à regarder longtemps cette vidéo, ne serait-ce que plus de 5 secondes, la plateforme va se dire, tiens, ça l'intéresse, ces contenus un peu bouffe minceur. Et donc, il va m'en reproposer d'autres. Il va m'en reproposer encore d'autres. Donc, le voir une fois, ça passe, ça change. Mais en fait, se retrouver à avoir que ça, et avoir que des trucs skinny talk, à la fin, on devient, je ne vais pas dire toc-toc, mais on devient, en fait, dans une emprise numérique. Et on finit par intégrer ça comme, je ne vois que ça, donc c'est des discours normaux. C'est une forme de harcèlement visuel. C'est en fait une forme d'harcèlement et de mise en danger de la vie des gens, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec cette tendance skinny talk, avec des mineurs qui sont hospitalisés, et qui continuent à regarder compulsivement ce type de contenu, alors même qu'ils font 35 kilos et qui sont finalement sous perfusion, etc. Et là, on ne voit pas, mais sur TikTok, sur Skinny Talk, on a aussi des conseils sur comment se faire vomir. Et on a des influenceurs qui vont prospérer là-dessus, sur des conseils genre comment cacher à votre infirmière que vous n'avez pas pris votre alimentation, comment faire quand vous êtes en hospitalisation pour dissimuler un certain nombre de choses. Je vais dire une chose importante, ce n'est pas TikTok qui a inventé tout ça. C'est des choses qui existaient déjà.
il y avait déjà eu, par exemple, au milieu des années 2010, un peu une alerte sur les incitations à la maigreur excessive sur les réseaux sociaux. La tendance pro-anneau. Voilà, la tendance pro-anneau. Et en fait, cette tendance-là, on l'avait dénoncée, ça avait été un peu régulé par la plateforme. Là, le problème, c'est que quand on tape Skinny Talk, bah, on tombe sur tout un continent. Et ça existe, je veux dire, l'algorithme avait bloqué, c'est-à-dire TikTok avait bloqué le mot-clé. Et donc on avait, ah bah t'as des problèmes, si tu tapes Skinny Talk, c'est en gros vous avez besoin d'être orienté vers un spécialiste, etc. Là, en tout cas aujourd'hui, au moment où on enregistre cette émission, quand on tape Skinny Talk, on n'a même plus le message de prévention et on a toutes les vidéos. Et ça, bah, c'est un vrai sujet parce que la plateforme, pour le coup, elle pourrait bloquer le hashtag parce qu'elle sait que c'est utilisé par des gens qui font la promotion de l'anorexie. Et pour le coup, c'est quelque chose d'illégal parce qu'on met en danger la vie des gens. Et donc, il faut aussi réguler ça. Et le problème, c'est que c'est toujours un truc assez mince entre qu'est-ce qui relève de la censure, de la liberté d'expression, et qu'est-ce qui relève de la prévention, de la protection, de la santé des gens. Et en fait, moi je considère que le droit à la santé est supérieur à un droit à une information qui n'est en fait une information qui va mettre en danger la vie. Et ça, finalement, c'est interdit de mettre en danger la vie des gens. En parlant de la santé, en parlant de la liberté d'expression, en parlant de la création de contenu, j'aimerais te montrer la vidéo d'une jeune femme devenue créatrice de contenu, enfin en tout cas qui poste sur les plateformes de création de contenu, qui s'appelle Onboo et qui partage son trouble alimentaire. Certains disent que c'est une façon d'exorciser le mal que de le partager avec d'autres qui vivent la même chose. Il y a aussi des dangers qui sont liés, c'est pour ça que j'aurai 2 vidéos. On va commencer par la première de ce qui est diffusé par Onboo sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ça c'est ce qui est posté régulièrement par cette jeune femme. Elle le dit, elle explique sa maladie sur ses réseaux sociaux. Est-ce que toi, t'estimes que ça peut être dangereux ou alors t'estimes que le danger, il est dans la répétition, dans le harcèlement visuel qu'on peut avoir après avoir cliqué ou être tombé sur une vidéo comme celle-là? Déjà, j'ai du mal à voir l'intérêt de ce type de vidéo, mais il y a des utilisateurs qui le trouvent puisqu'ils les regardent de façon compulsive. Et les contenus alimentaires, je peux le dire parce que moi qui ai un compte TikTok, c'est quand j'ai parlé de bouffe que ça a le mieux marché. Et donc c'est vrai qu'on a toujours un intérêt plus fort pour la bouffe. Mais là, le problème, c'est qu'elle est malade et que, en fait, à la fois, quand on est malade, on va se sentir avec des gens qui nous comprennent. C'est souvent ce que disent les personnes qui sont victimes. Elles vont dire « Ah ben j'ai trouvé sur TikTok une communauté de gens qui partageaient et ça m'a aidé à me sentir mieux. » Mais le problème, c'est que quand on se sent mieux dans une communauté qui nous renferme, on a du mal derrière à porter un crédit aux gens qui sont extérieurs à cette communauté. Donc en fait, on va avoir un syndrome d'enfermement et derrière, ben, on a plus de mal encore à en sortir. Parce qu'on se dit, ben, c'est les autres, ils sont pareils, ils vivent la même chose et c'est normal, c'est normal. Mais non, c'est pas normal de bouffer du Nutella, des frites, etc., de l'huile, etc. Parce que derrière, bon, c'est des crises d'hyperphagie, voilà. Mais en fait, c'est aussi, elle fait des vidéos où elle se montre à manger toute cette graisse pour derrière mieux se faire vomir. Et elle se filme en train de vomir aussi. Voilà. Et donc, je ne suis pas sûr qu'elle se filme en train de vomir, mais peut-être que d'autres le font. Il y en a qui, alors, elle, au sens large, parce que c'est beaucoup de filles, mais il y en a qui voilà, se mettent en scène en train de vomir, et franchement, en montrant voilà, le lien entre les deux, et qui vont faire beaucoup de vues là-dessus, sur ces contenus, qui vont gagner de l'argent, et beaucoup d'argent, grâce à ces contenus. Et ben, le problème, c'est que le mécanisme de la plateforme, comme c'est des contenus viraux, comme c'est des contenus problématiques, et ben plus ça va, plus elles vont en faire, parce qu'elles savent que c'est aussi comme ça qu'elles maintiennent soit des vues, c'est-à-dire que la vue est en soi une forme de rémunération, enfin, je veux dire, psychiquement, on va se sentir mieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient, beaucoup de gens qui likent, et donc on est dans une forme de dépendance un peu à cette vue. Et à côté de ça, c'est aussi financièrement alimenté par la plateforme qui va dire, tac, elle a fait des milliers, voire des centaines de milliers de vues avec ça, je vais lui reverser de l'argent.
Je l'ai reçue en interview, cette jeune fille Onbu. Je lui ai posé la question sur les dangers des vidéos qu'elle postait à la vue de tous sur une plateforme où les vidéos sont accessibles par toutes et tous. Au moment où on tourne, l'interview d'Onbu n'est pas encore sortie, mais je te propose de découvrir un extrait de sa réponse. Et je suis sincèrement désolée à toutes les personnes que j'ai bousculées, trigger. C'est pas mon intention. Pas du tout. Et je suis triste de ça. En même temps, ça a tellement, quand même, je trouve, fait avancer le fait de connaître cette pathologie-là, parce que les gens connaissent maintenant qu'on peut se restreindre ou alors faire des crises et compenser par la suite. Voilà, donc en fait, elle parle du mécanisme de la maladie. C'est ce qu'elle m'explique. Oui, enfin, il y a des professionnels pour ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, quand on est victime et du coup qu'on est soi-même malade, on n'est pas forcément la meilleure personne pour parler de la maladie, parce que là, on voit bien qu'elle n'est pas encore guérie. Et donc, pour moi, le vrai sujet, c'est comment on oriente vers des professionnels, parce que c'est leur métier de soigner. Et elle, ce n'est pas son métier. Et je pense que je préfère suivre des comptes, par exemple, de Charline que j'ai vu, moi, qui est infirmière dans la région de Grenoble, qui a créé le compte Stop TCA, enfin pas le compte, mais la pétition Stop TCA, Stop Skinny Talk, pardon, mais sur les TCA, et son compte, c'est Au cœur des TCA, voilà, où là, elle explique un peu, de façon très pédagogique, comment on peut se sortir de ça, comment ça existe, mais comment on peut s'en sortir, plutôt que des gens qui vont dire bah, « Regardez, moi, je vis très bien avec ça ». Parce que non, je suis désolé, on ne vit pas très bien avec ça. Et non, c'est pas parce qu'on va avoir une phase où on va compenser une période, ce qu'elle vient de dire là, en fait, hein, d'anorexie en remangeant plus derrière. Ben non, en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Le corps humain, il est fait pour avoir une alimentation la plus équilibrée possible sur des périodes longues. Par ailleurs, on a le droit de se faire plaisir de temps en temps. Voilà, c'est pas interdit, le plaisir alimentaire. Mais disons qu'il faut vraiment éviter, je trouve, de faire la promotion de ces comportements, parce que là, en fait, elle va donner envie à des gens qui la suivent de faire la même chose qu'elle, c'est-à-dire des comportements dangereux, comme ceux que tu viens de montrer à l'instant. Il y a des expressions aussi qui sont dangereuses, qui naissent sur les réseaux sociaux pour travestir certains mots qu'on connaît, des mots délictuels, comme le mot harcèlement. On est d'accord que l'appel au harcèlement est interdit. Bien sûr. Voilà, commanditer un harcèlement sur quelqu'un, c'est interdit, c'est un délit. C'est puni par la loi. Et ouais. C'est puni par la loi. Mais aujourd'hui, on peut lire, et depuis quelques temps maintenant avec insistance, faites-lui un pressing de zinzin, s'il vous plaît. Son pressing ne doit jamais se terminer, désolé. Lui aussi, il mérite son pressing. Faites-vous plaisir, les gars. Je relance officiellement le pressing. Qui me suit? Faut jamais arrêter le pressing de Sarah Frézou. Arrêtez jamais le pressing sur Kenza Waldorf, s'il vous plaît. Le mot pressing, est-ce qu'il est une forme de harcèlement qui ne dit pas son nom concrètement pour toi? Et est-ce que les plateformes doivent rendre des comptes de ça? Est-ce qu'elles devraient mieux encadrer, supprimer, bannir ces utilisateurs? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'elles devraient les bannir et ils devraient être sanctionnés, et surtout, ils ne devraient pas le faire. Elles devraient, quand elles voient le mot, censurer immédiatement le contenu. Et je suis désolé, mais ils sont tellement forts, ils savent exactement nos préférences avec l'algorithme, etc. Ils ne sont pas capables de voir qu'un mot remplace un autre. Ça, avec un peu d'intelligence artificielle, on le voit très facilement. Donc en fait, il y a un sujet, c'est que facialement, ils vont se donner bonne conscience pour dire « bah oui, en fait, on a interdit le harcèlement, vous voyez bien, quand il y a le mot, on censure ». Mais ils sont très capables d'empêcher les mots équivalents d'apparaître. Par exemple, sur les gens qui ont des pensées suicidaires, en fait, le drapeau suisse, on tape le drapeau suisse et paf, on se retrouve envahi de contenus qui n'ont rien à voir avec la Suisse, mais avec le suicide. Voilà, là, sur le harcèlement, donc tu parles du mot pressing, mais on a la tasse de café, paraît-il. Donc voilà, on a différents moyens de déclencher en effet des raids contre des gens, souvent contre des femmes. Une femme a 27 fois plus de chances d'être harcelée qu'un homme sur les réseaux sociaux. Et donc en fait, on a en effet un cocktail qui est extrêmement dangereux, parce qu'on a des gens normaux, anonymes, qui vont se retrouver sous le coup d'une pression de la communauté, mais on a aussi des influenceurs eux-mêmes qui vont se retrouver harcelés, je sais très bien, par la communauté d'un autre qui a pu lancer un raid spontané ou très guidé contre lui.
Il y a aussi les live match TikTok. Je me souviens, tu étais venu sur un de mes plateaux sur Aja pour en parler. On avait dédié toute une émission à ça. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Aujourd'hui, c'est presque devenu un métier, un travail, quand on entend certains influenceurs. C'est marrant que tu dises monnaie courante, parce que c'est vrai qu'il y a de la monnaie, il y a de l'argent. Et le problème... Enfin, des cadeaux qui se transforment en argent. Exactement. Mais le vrai problème de ça, c'est que TikTok a une stratégie de gamification, de jeu, où on ne voit pas que le cadeau n'est pas un cadeau. Le cadeau, c'est en fait plus ou moins pourboire, mais en fait, c'est une rémunération. Et donc derrière, quand je vais être content de recevoir des cadeaux, je vais être content de recevoir pas des cadeaux, de l'argent, des dons en argent. Mais encore une fois, on a tous ces mots qui sont changés, qui sont détournés. Et en fait, ce nouveau langage fait qu'on perd la conscience que je suis en train de donner de l'argent. Et moi, j'ai vu des jeunes qui n'avaient pas mis beaucoup, mais ils avaient mis 5, 10 euros, comme ça, aller piquer dans la carte bleue de leurs parents ou quoi, pour pouvoir donner un peu d'argent aux influenceurs qu'ils idéalisent, simplement pour le plaisir d'avoir leur nom, par exemple, affiché ou prononcé dans un live. Et ça, c'est terriblement dangereux. Je pense que c'est un utilisateur des réseaux sociaux. Ça a fait parler il y a quelques semaines. On appelle donc ça sur la plateforme TikTok, je crois, des donateurs. Il s'appelle William. Il se met même lui-même en scène aux côtés de Julien Tanti. Julien Tanti l'a reçu également même chez lui à Dubaï. C'est l'influenceur Bastos qui disait dans un de ses lives qu'il lui aurait donné des milliers et des milliers d'euros. Je n'ose même pas le dire tellement ça paraît indécent. Et puis il faudrait que je puisse le vérifier. Mais on parlait sur les réseaux sociaux de la somme de 150 000 euros, ce qui me paraît quand même énorme. Je te propose de regarder un extrait vidéo de à quoi ça ressemble ces donations. Retour. Est-ce que tu penses qu'un donateur sur la plateforme, il donne cet argent sous forme de cadeau en toute conscience, tout le temps? Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce qu'on est emporté, on est embarqué. Tu vois bien la manière dont le live est construit, c'est une pression. C'est une pression continue pour inciter les gens à donner, sans se rendre compte que comme on donne un lion, un machin, un truc ou une fleur, une rose, une baleine, on ne se dit pas combien elle vaut la baleine, combien elle vaut la rose, combien il vaut le lion. Et en fait, à la fin, oui, ça peut être plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros qu'on finit par donner, embarqués en fait, dans ce mécanisme, comme dans un casino. Là, c'est un mécanisme de typique de machine à sous. Ah oui, c'est un casino à porte ouverte. Voilà. Et en fait, c'est un casino où la personne qui donne n'a pas même une chance de récupérer sa mise. Elle la perd. Voilà. Elle la perd globalement. Donc ça, c'est extrêmement problématique. Est-ce qu'on peut être, sans le savoir, dans une sorte de soumission indirecte? Mais oui, direct. Direct. Il y a des gens qui finalement se retrouvent totalement dépendants d'un influenceur parce qu'ils vont se retrouver dans une illusion de proximité, parce qu'il va parler d'eux, il va les considérer, il va considérer qu'ils font partie de sa team. Et donc, du coup, on sent faire partie d'un groupe, on sent qu'on est considéré par quelqu'un qu'on a tendance à idéaliser, et donc on se retrouve dans une dépendance psycho-affective à quelqu'un. Et c'est une relation qui est extrêmement dangereuse et qui est asymétrique. Parce que, évidemment, la personne qui donne n'apparaît pas, mais elle peut se retrouver quand même d'une manière ou d'une autre exposée, et la personne qui va recevoir de l'argent, pour le coup, en profite et a tout intérêt à entretenir sa communauté dans ce lien de dépendance. Et dans cette commission d'enquête TikTok, est-ce que vous abordez aussi l'aspect de l'éligibilité à la monétisation et de la monétisation? Parce qu'en fait, force est de constater aujourd'hui que toutes et tous peuvent potentiellement accéder à un complément de revenu, et ils le savent mieux que nous. La plupart ont des métiers, des véritables métiers, et se font des compléments de revenus à côté, ou cherchent à avoir ce complément de revenus, en atteignant donc les fameux 10 000 abonnés sur la plateforme TikTok pour pouvoir être monétisés, et en obtenant les 100 000 vues nécessaires au cours des 30 derniers jours. Concrètement, plus tu es viral sur TikTok, plus tu prends des abonnés. On est d'accord. Pour être viral, il faut impacter. Pour être vu, ce qui va marcher, surtout sur cette plateforme, ça va être la critique. Mais la critique très dure, vindicative, exacerbée, très négative. C'est le nerf de la guerre sur TikTok. Je vais te donner des exemples. Si ça avait été dans le domaine du sport, on pourrait lire « Je vais vous expliquer pourquoi Michael Jordan est une fraude ». Dans le domaine du ciné, on pourrait lire « Je vais vous expliquer comment Disney s'est laissé bouffer par le wokisme ». Et encore, je reste poli. Dans le milieu de l'influence, pourquoi Léna Situation n'est pas la super meuf qu'elle prétend être. Bien évidemment, tu te doutes que c'est beaucoup à coup d'insultes dans la réalité. Si ça avait été dans le domaine politique,
Qui sait, on aurait peut-être lu, je vais vous expliquer pourquoi Arthur Delaporte est Macron compatible. Ouais, par exemple. Ou pourquoi Sam Zira n'invite que des nuls sur son plateau. Exactement. Voilà. Et donc, en fait, on peut très facilement, en effet, une fois qu'on a compris les codes, attirer l'attention. Parce qu'on va chercher la polémique, chercher le trash, chercher la violence, et on sait que et TikTok rémunère sur les contenus qui vont capter l'attention à partir de 5 secondes. Donc on sait que tout se joue dans les premières secondes. Et pour garder quelqu'un, du coup, il faut être dans le clash dès le départ. Sinon, ça ne marche pas. Mais tu l'as vécu, ça? Ah bah moi, je l'ai vécu. À ton échelle? À mon échelle, à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Dernièrement, j'ai vu que tu l'avais vécu, il y a eu une polémique avec une journaliste du média Frontières au sein de l'Assemblée nationale. Donc tu connais ça, parce que tu as eu, toi, des vidéos comme ça. Ah bah si tu veux en parler, moi je suis pour, parce que ça permet de montrer comment il y a des logiques de cyberharcèlement. En fait, moi j'avais des proches qui avaient déjà été cyberharcelés par ce média. C'est-à-dire que les gens les jettent en pâture en disant, il y avait eu par exemple le cas des avocats, qui, parce qu'ils font leur métier d'avocat, défendent des étrangers. Et donc c'était devenu, regardez ces avocats gauchistes, machin, ils se sont retrouvés appelés comme ça. Bon. On regarde, tu me permets un extrait justement de ce qu'a tourné sur TikTok, comme ça tu peux t'expliquer. Je vais expliquer la polémique. Regardez. Et comment on... Vous prenez pour qui en fait? Une journaliste. Vous m'empêchez de faire une photo à l'Assemblée nationale. Je fais mon travail de journaliste. Je fais mon travail de journaliste. Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites là? Non, je fais mon travail de rendez pas compte de journaliste. ce que vous Je faites? fais mon travail de journaliste. Vous êtes des fascistes, Vous tapez monsieur? Vous tapez une femme? Vous tapez une femme, monsieur? vous êtes des fascistes en fait. Non. Vous venez là, vous attisez les haines, vous mettez des gens en Je danger fais sur les mon réseaux travail de sociaux. journaliste. Je fais mon travail de journaliste. C'est pas ça du travail du journaliste. C'est pas ça du journaliste. Et qu'est-ce que c'est alors, monsieur? C'est une Vous suite êtes des presse? fascistes. Donc ce sont des journalistes du média d'extrême droite Frontières qui ont été exfiltrés par les services de l'Assemblée lors d'un rassemblement de soutien à des collaborateurs parlementaires de la France Insoumise tenus au sein de l'institution en présence de plusieurs députés pour protester contre un article du média, c'est ça hein? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un article où ils ont, comme ils avaient fait pour les avocats, jeté des collaborateurs en pâture en confondant leur métier et leur position politique. Et en faisant ça, en disant, regardez, ces gens-là, voilà, ils mettaient leur compte, etc. On pouvait très facilement les retrouver sur les réseaux sociaux. Bon, on a considéré que ce n'était pas normal. Donc on a fait un rassemblement de soutien. Café Frontières. Déjà, ils sont venus dans l'Assemblée en train de distribuer, d'essayer de vendre des médias dans l'Assemblée. C'est totalement illégal. Deuxièmement, ils ont filmé des collaborateurs dans l'Assemblée, alors que dans l'Assemblée, normalement, on filme des députés. On ne filme pas des collaborateurs. C'est pas autorisé, en fait. Et donc, deuxième illégalité. Et troisièmement, ils étaient là, un peu triomphants, comme ça, pas du tout en position de journaliste. Ils se sont mis au milieu des collaborateurs pour faire un happening politique. Et donc, moi, j'ai demandé aux services de sécurité d'agir et de leur dire, attendez, vous voyez bien, ils sont en train de faire un happening, ils sont en train de perturber une manifestation qui était très très calme. Et donc là, les gens ont remarqué que Frontières était là. Ils sont mis à dire « Frontières dégage, l'Assemblée n'est pas à toi ». Ça, c'était le slogan qui était scandé. Et je disais aux services de sécurité « Intervenez, ça va dégénérer ». Ils ne le faisaient pas. Donc moi, je suis monté et je leur ai dit « Maintenant, vous partez, vous arrêtez de filmer des collaborateurs ». Et elle m'a dit « Ben non, je fais ce que je veux ». Et donc, parce qu'ils ne gardent pas, évidemment, la première séquence. Ils gardent que quand je leur dis « Ben non, vous ne faites pas ce que vous voulez, vous êtes à l'Assemblée nationale. On est des journalistes ». Je dis « Non, vous n'êtes pas des journalistes, vous êtes des fascistes ». Et je leur dis, et ils l'ont gardé ça, parce que vous jetez des gens en pâture. Mais en fait, le fascisme, qu'est-ce que c'est? Si on regarde ce que dit Umberto Eco, qui a analysé les caractéristiques du fascisme, c'est des gens qui sont pour le retour en arrière, pour une société qui est fermée, pour l'exacerbation du sentiment national, qui véhicule des idées racistes. C'est exactement ce que fait Frontières. Et qui, finalement, refuse la contradiction dans un système, parce qu'eux, ils ont une idée, et en fait, ils vont essayer de faire rentrer ça dans leur grille d'analyse. Tout le réel va être analysé à l'aune de leur grille d'analyse. Et derrière, on va accentuer la différence entre le vrai et l'opinion. Enfin, la confusion entre le vrai et l'opinion. Et en fait, c'est exactement ça. C'est j'ai une opinion, donc ça devient la vérité qui s'impose à tout le monde, et tous ceux qui ne rentrent pas là-dedans, finalement, sont des méchants, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que, moi, je vais leur dire ça de partir. Bon, à la fin, ils se sont fait exfiltrer parce qu'il y avait trop de tension, mais je tiens à le dire, ils ont fait tout ça justement pour faire le buzz. Et un quart d'heure, 20 minutes après être partis, ils ont fabriqué cette vidéo qui a tourné à des centaines de milliers, voire des millions de vues. Et moi, je me suis retrouvé, pour le coup, cyberharcelé en mode tu t'en prends à une femme, machin. Oui, j'ai vu. Ça aurait été un homme, j'aurais dit exactement la même chose. J'aurais dit vous dégagez, vous filmez pas des collaborateurs, c'est leur métier. Si vous voulez filmer des députés, je veux dire, allez-y. En fait, tu l'as expérimenté. Comment ça se transforme sur contre, TikTok, voilà, sur la plateforme, pour le coup, j'ai porté plainte pour cyberharcèlement, parce que j'ai été cyberharcelé. Et j'avais déjà porté une première fois plainte pour un truc de cyberharcèlement
lancé par l'extrême droite, par Jean Massier, et il y a des personnes qui ont été condamnées pour ça, pour m'avoir cyberharcelé. Donc je tiens à le dire que ces comportements, la justice les juge illégaux. Quand on dit « je vais te couper les couilles » à un député, on lui envoie ça par... c'est illégal, voilà. On n'a pas le droit de faire ça. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, en fabriquant l'événement, en cherchant la haine et la tension, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent, en fait, pour chercher la viralité, bah, de la haine. Et en fait, moi, je me bats contre ça. Et pourquoi je considère, et pourquoi j'étais très en colère contre eux, c'est parce que je savais exactement ce qu'ils étaient en train de faire, c'est-à-dire de chercher la haine. Enfin, franchement, voilà. Je le dis encore aujourd'hui avec beaucoup d'émotion, parce qu'en fait, moi, je suis pour une société de la concorde. Je ne suis pas pour une société où on monte les gens les uns contre les autres. Et c'est exactement ce qu'il faut. Ça t'a touché? Ça m'a touché et ça me touche encore aujourd'hui d'en parler, parce que en fait, je voyais la mécanique, je les voyais là, et comme je connais les mécaniques des réseaux sociaux, je les voyais là, je me suis dit, putain, ils vont filmer les collaborateurs, ils les jettent, et en fait, ils mettent en danger les gens. Et en fait, moi, je veux dire, j'ai choisi d'être un responsable public. J'ai choisi d'exposer mon image. Je sais les risques que j'encours, même si je refuse et je me bats contre ceux qui participent au cyberharcèlement. On ne devrait pas, quand on est responsable politique, être cyberharcelé. Mais le pire, c'est que les gens qui travaillent avec nous, nos collaborateurs, en fait, ils n'ont pas choisi d'être collaborateurs pour être des personnalités publiques, en fait. Mais en fait, c'est un mariage entre la personne qui est en recherche d'une viralité, qui t'a monté des séquences à couper, à choisir, etc., et la plateforme qui sert de mégaphone. Donc les deux se rencontrent. Mais que faire? Comment réguler ça, tu vois? Et pour le coup, ils étaient sur... c'est essentiellement sur X que je me suis trouvé cyberharcelé, plus que sur Twitter. Parce que X valorise... plus que sur TikTok, ouais. X valorise vraiment, en plus, les contenus d'extrême droite. Maintenant, j'ouvre X, je vois que Trump, Musk, etc. Et franchement, là, bah, du coup, ça a marché direct, à fond. Et bah oui, ça marche, ça fonctionne, ça tourne, ça augmente, peu importe que ça soit... Parce qu'en fait, ce sont que des personnes, dans la majorité, qui vont avoir un problème avec la gauche, par exemple, pour ton cas, ou avec le Parti Socialiste ou autre, à qui cette vidéo va être montrée. Oui, par exemple. Si je dois le relier à notre sujet TikTok. Et pour le coup, en fait, bah, ça va tourner dans une bulle. Cette bulle va être très violente. Enfin, moi, je veux dire, les électeurs de Massirco ne m'en ont pas du tout parlé, sauf quand ils l'ont vu repris sur CNews, parce que CNews s'inspire aussi de ce qui est viral dans la sphère d'extrême droite pour la diffuser plus largement. Mais sinon, c'est resté vraiment contenu dans une bulle, en effet, de filtre. Et donc, moi, je me bats contre ces bulles de filtre. Je me bats contre les algorithmes pour toi. Je pense que les gens doivent voir ce à quoi ils sont abonnés, mais ils ne doivent pas voir ce que la plateforme pense qu'ils vont aimer, ou alors la plateforme doit chercher à introduire de la diversité, à casser, en fait... Pas pour toi. Pas pour toi, ou alors un pour toi qu'on peut paramétrer, un pour toi qu'on peut réguler, un pour toi qui n'enferme pas les gens, mais aussi leur permet de sortir de leur zone de confort. C'est un peu ce que fait, pour le coup, YouTube, où ils vont chercher aussi à introduire de la diversité, et aussi, ils vont hiérarchiser les vidéos en fonction de la qualité du contenu, et pas en fonction de la viralité du contenu. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est comment on arrive à réguler ça. Comment on arrive, ce qu'a tenté de faire un peu Instagram, à supprimer l'addiction aux j'aime. Comment on cache le nombre de j'aime. Parce qu'en fait, si on fait un truc avec 3 j'aime, on va se sentir mal. Oui. Si on se fait un truc avec 1000 j'aime, on va dire bah, c'est super, je fais du contenu qui plaît. Et le problème, c'est que le contenu qui plaît, c'est prouvé. C'est souvent le contenu radical, c'est souvent le contenu violent, parce que c'est ce qui va capter notre attention. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a même une intonation de voix sur TikTok. Je ne sais pas si tu l'as remarqué dans les premières secondes, c'est un influenceur qui me l'avait révélé. Et je lui demandais, mais pourquoi tu parles comme un teubé dans tout le début à chaque début de tes vidéos? Il m'avait dit, mais parce que regarde, si je te dis, alors je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui j'ai acheté cette tasse. Ça n'a pas le même impact que si je te fais, regardez-moi tous bien, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté cette tasse rose. Ouais. C'est pas pareil. Ouais. Tu vois, en gros, j'ai compris ce jour-là que tu captais dans les premières secondes l'attention tout de suite avec ton intonation et même tout ton corps, tu vois, qui est dans un langage même non-verbal au-delà de ton intonation qui va te catcher, qui va venir t'attraper derrière ton écran. Ouais, exactement. Parce qu'il y a trop de contenu. Exactement. Il y a trop d'infos. Ouais. Et en fait, on est surexposé à des infos. On passe notre temps à swiper parce que dès qu'on s'ennuie, en fait, on passe à la suivante. On n'accepte plus de prendre le temps. Tu vois, là, tu fais un format long, 1 heure. Moi, je te dis merci parce qu'on a le temps d'expliquer les choses. On a le temps de décortiquer l'algorithme. Tu vois, le truc de frontière. Comment je l'explique ça alors que ça demande un peu de mise en contexte, l'histoire des services de sécurité, machin. Pourquoi je ne suis pas arrivé juste énervé? Je suis arrivé parce qu'il s'était passé des choses avant. Si on n'a pas le temps de le dire,
si on n'a pas le temps de poser les choses. Voilà. Et pour le coup, ton format va faire peut-être plusieurs centaines de milliers de vues parce que tu as réussi à te créer une communauté. Mais ça, c'est parce que tu es sur des réseaux comme YouTube qui fonctionnent encore à l'idée qu'on a une communauté de gens qui s'abonnent, qui suivent. Mais la probabilité pour que je touche des gens sur TikTok avec un format d'1 heure, elle est très très faible. Très très faible. Et beaucoup vont s'arrêter parce qu'il il va certainement y avoir des extraits de cette interview qu'on est en train de tourner, Arthur, qui vont être diffusés sur Snapchat, sur TikTok, sur X, sur Instagram aussi en réel. Et beaucoup, malheureusement, ça je me bats avec ça, mais vont juste voir, juste se dire, ok, je prends les 2 minutes, je me base sur les 2 minutes, je fais toute mon opinion sur les 2 minutes. Mais il y a un contexte avant, il y a un contexte après. Exactement. Et c'est important d'en avoir conscience. Voilà, exactement. Voilà. Et de se dire que ce que je vois est un contenu déformé, est un contenu monté, est un contenu qui vise à me faire penser quelque chose. Et souvent, en fait, on ne va pas avoir forcément ce regard critique par rapport au contenu. J'aimerais qu'on parle des familles des victimes, du collectif de l'association Algos Victima. Tu les as rencontrés, hein? On les a reçus. Et je dois dire, cette audition est la plus émouvante et la plus forte de toutes celles qu'on a pu faire dans la commission d'enquête. Parce que, en fait, pourquoi on a fait cette commission d'enquête? C'est aussi pour les familles, pour les parents, pour les frères ou les sœurs de personnes qui se sont suicidées parce qu'elles s'étaient retrouvées enfermées dans ces algorithmes. Donc tu as parlé avec des familles dont les enfants se sont suicidés. Oui, en fait, il y a une avocate qui s'appelle Maître Boutron-Marmion, qui a créé un collectif qui s'appelle Algos Victima et qui vise justement à pointer la responsabilité de TikTok sur cette question de l'algorithme et sur comment on les enferme. Oui, parce que les parents disent, j'ai vu qu'ils ont tous les éléments de preuve avec l'avocate qui démontrent que l'algorithme a enfermé leurs enfants dans un certain état d'esprit. Et en fait, TikTok, c'est pas forcément la cause du mal-être, mais c'est une caisse de résonance et d'amplification de ce mal-être. Et qui va parfois donner des codes, par exemple, comment suicider des jeunes qui n'auraient pas eu des idées de trucs horribles comme se pendre avec la ceinture de son peignoir à la patère de la salle de bain, quoi, des trucs terribles, quoi. Et comment se skier sans que ça se voit, etc. Et donc là, on a reçu ces familles hier, et il y en avait 8 au total. Il y en a 4 dont les enfants, voilà, s'étaient tués, quoi. Et en fait, elles arrivent avec cette dignité, cette force, cette capacité aussi à prendre du recul par rapport au drame qui leur est arrivé et à essayer de voir les grandes logiques qui ont conduit les enfants à rentrer là-dedans. On a aussi auditionné sous X et à huis clos des mineurs qui avaient été victimes de ça et qui nous racontaient comment ils avaient eu des pensées suicidaires, comment ils essayaient de s'en sortir, comment ils avaient du mal à s'en sortir, comment ils n'arrivaient pas à décrocher encore totalement de la plateforme. Quel mécanisme? Moi, j'ai été marqué par ce jeune dont la sœur s'est suicidée et qui a une plus jeune sœur encore de 14 ans et qui nous dit comment tous les soirs, pendant des mois, et qui continue encore, il passait 1h30 sur le téléphone de sa petite sœur pour lui nettoyer son feed. Parce qu'en fait, comme elle était triste, la plateforme, quand on est triste, elle propose des contenus de plus en plus tristes, des contenus de plus en plus violents. Et donc, en fait, lui, il venait regarder volontairement des contenus positifs pour remettre en fait un feed plus joyeux, pour essayer de l'aider à s'en sortir. C'est dingue ce que tu racontes. Et le problème, c'est que la plateforme ne le fait pas à la place de la personne. Ouais. La plateforme ne va pas chercher à rendre la personne joyeuse. Elle va chercher à la rendre encore plus triste. Et il y en a une qui nous a raconté comment elle était sur TikTok parce qu'elle aimait bien la musique et comment elle avait entendu une chanson triste qui parlait de choses qui l'avaient touchée parce qu'elle était un peu triste. Je sais plus, elle avait perdu son grand-père, je crois. Et en fait, à partir de là, ça a été l'élément déclencheur. Et elle voyait que des vidéos similaires, en fait, des gens qui reprenaient ce truc-là, mais qui derrière faisaient la promotion du suicide. Et sur TikTok, c'est plein de ça. Alors on va pas le voir. Moi, je vois pas ça parce qu'en fait, mon fil TikTok, il est rempli de contenu politique. Donc je vais voir que des contenus politiques. Je vais voir parfois un peu de Samzira, mais je vais jamais voir ça. Et le problème, c'est que eux, ça va être tout leur monde.
tout leur monde, où ils vont être là et où ça va leur faire du bien de se sentir, malgré tout, dans une communauté de tristesse. Et donc, là, c'est là où c'est terrible, et c'est là où la plateforme a une responsabilité immense. Et je te parle de ça, mais je pourrais te parler aussi, parce qu'on avait une autre maman, de pédocriminalité. Comment, en fait, une jeune fille de 13 ans va se retrouver avec des pervers qui vont l'amener à envoyer des photos d'elle nue, etc., parfois à se rencontrer, et elle ne va pas se rendre compte qu'elle est aux prises, parce qu'elle a 13 ans, avec un pervers sexuel, en fait. Et donc, il y a aussi, sur TikTok, de la cybercriminalité qui conduit des jeunes derrière, quand ils se rendent compte, en plus, quand ils sont dans ces phénomènes d'emprise, etc., de dépendance, mais à se retrouver dans des situations glauquissimes, terribles. Et là, pour le coup, la plateforme aussi a une responsabilité immense. Quand on demande des et qu'on sait que derrière, c'est sûr que la personne, elle n'a pas 13 ans. Et ça, elle est capable de le savoir. Elle peut tout savoir de notre vie, elle peut tout comprendre de nos comportements. Comment elle ne lutte pas contre ça? C'est dément. Mais parce que l'application veut peut-être qu'on passe un maximum de temps, toujours plus de temps dessus. Mais bien sûr. Je pense par exemple au TikTok Shop. Ça, faut en parler aussi du TikTok Shop. Est-ce qu'on n'a pas un risque d'assister prochainement à une dérive de l'achat compulsif sur une plateforme initialement dédiée au divertissement? Oui, parce que le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est ce qu'on disait à propos de la pub, tu sais, pour Coca-Cola et tout. On vend sur TF1, le gars avait dit je vends du temps de cerveau disponible. Donc, TikTok, ils vendent du temps de cerveau disponible. Mais il y a un truc en plus, c'est qu'avant le téléachat, les gens, ils appelaient un numéro, etc. Là, le téléachat, on le met en un clic. C'est encore plus simple. On n'a même plus le temps de se dire ah tiens, je vais prendre mon téléphone, je vais appeler, je vais donner mon numéro de carte bleue. Et en plus, le téléachat, c'était des gens, on savait qu'ils nous vendaient un truc. Là, ça peut être notre influenceur préféré qui fait une promotion, tac, qui montre le truc, tac, on achète. Oui, on est dans une sorte de programme d'affiliation, en fait. Dans une affiliation, c'est sur ça qu'on avait travaillé avec le influenceur déjà pour rendre la publicité visible. Mais en plus de ça, on passe direct sur la plateforme à la caisse. Alors qu'avant, il fallait passer sur Amazon ou quoi. Et du coup, on avait aussi le temps de se dire, bon, est-ce que je fais? C'est pas un comportement d'achat impulsif. Oui, où on laisse le produit pendant quelques jours dans le panier, voilà. Tu as le temps de se faire sa réflexion. Exactement. Et là, en fait, non. On voit le truc, tac, on passe à la caisse. Et j'ai vu que, par exemple, sur Black Friday, c'était aux États-Unis 100 millions d'euros qui étaient dépensés comme ça sur TikTok Shop. Là, en France, on n'a pas le recul encore pour voir ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on enferme les gens et on leur évite de sortir de la plateforme. On abuse de cette bulle algorithmique et du fait qu'on connaît très très bien les gens. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a raconté qu'elle voyait des trucs Skinny Talk et au milieu, des pubs pour des jeans skinny. Ah oui, TikTok, ils vont vendre des jeans skinny. Au milieu, des gens qui ont des problèmes liés à la dysmorphophobie, etc., ou des TCA. Et donc, ils vont abuser des vulnérabilités des gens parce qu'ils gagnent de l'argent. Et ils vont laisser des contenus viraux problématiques parce qu'ils gagnent de l'argent, parce que la vue, c'est de l'argent, parce que tout ceci se tient, en fait. C'est un modèle où, parce que les gens vont donner sur les lives, TikTok va percevoir au moins 50, 60, 70% de commission, les gens vont donner aussi, ils vont acheter des choses, ils vont percevoir aussi une commission sur l'acte d'achat. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, TikTok s'en met plein les poches. Au moment où on tourne, Arthur Delaporte, le créateur de contenu spécialisé dans les contenus pour adultes, Adrien Laurent, a été banni de la plateforme TikTok. Ça s'est passé le 15 mai dernier, suite au signalement d'Aurore Berger qui avait prévenu le président de TikTok France que le contenu d'AD était extrêmement préoccupant. Dans une lettre, Aurore Berger, donc ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, dit qu'AD propage sur son compte une vision déformée et toxique de la sexualité, où la domination et la violence prennent le pas sur le respect et le consentement. Elle y dénonce aussi des lives répétés avec des jeunes filles dont il est difficile de déterminer l'âge tant elles paraissent jeunes, avec des allusions sexuelles constantes et des vidéos décrivant des pratiques sexuelles violentes et sans consentement. Alors ce sont ces mots. Qu'est-ce que toi tu penses du bannissement du compte TikTok d'Adrien Laurent, par exemple? Et qu'est-ce que tu réponds à des commentaires comme celui-là qui disent « Ce que fait le gouvernement est une atteinte à la liberté ». Est-ce qu'on ne risque pas aussi de rentrer dans une forme d'autoritarisme, de censure? Est-ce qu'on ne risque pas de devenir la Chine? Alors là, je crois qu'on en est encore très loin, parce qu'en Chine, TikTok déjà est extrêmement régulé.
Oui, bah là, pour le coup, ils font des efforts. Mais justement, parfois, alors moi je veux pas qu'on devienne une dictature autoritaire, mais je pense qu'il y a du bon à la régulation des contenus parce qu'on n'aurait pas un certain nombre de problèmes. Si je te dis pupus, tu me dis quoi? Pupus? Ouais. Ça te renvoie pas à Adé Laurent? Ah bah si, bien sûr. Ben voilà. Et en fait, il a diffusé des éléments de vocabulaire pour objectifier, réifier les filles. T'es pas quelqu'un, t'es pupus, tu vois. Et en fait, c'est parce que t'es une fille, t'es une personne de sexe féminin. Ah non, parce qu'il appelle aussi pupus les hommes. Hein. Oui, bien sûr. Mais tu vois bien, c'est aussi ça devient par extension, mais à la base, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement sexiste de dire quelqu'un pupus. Tu vois ce que je veux dire? Et il véhicule des stéréotypes sexistes. Il fait des spectacles extrêmement sexistes aussi, et parfois très érotiques, voire limite, enfin, mais voilà, avec des mineurs dedans. Enfin, tu vois, il y a aussi tout un modèle économique. Lui se défend, il s'est défendu, d'Adé il Laurent. expliquait qu'il n'y avait jamais de mineurs dans ses shows en boîte de nuit. Oui, alors, c'est pas ce que disent les enquêtes journalistiques, mais derrière, on voit qu'il y en a certains qui sont conduits à adopter des pratiques très masculinistes, très sexistes. Et donc, il y a Adé Laurent, il y en a d'autres, hein, c'est pas le seul. Et donc, en fait, moi, ce qui me pose problème là-dedans, c'est que ces contenus ne soient pas modérés alors qu'il y a des signalements. Quand c'est des signalements individuels, ça pose pas de problème. Les contenus restent. Quand c'est des signalements de la part de la ministre, là, le compte est suspendu. Et donc, pour moi, le vrai sujet, c'est pourquoi il a fallu attendre qu'Aurore Berger fasse son signalement pour que le compte soit suspendu. Parce qu'en fait, il y a plein d'utilisateurs qui ont fait des signalements sur les contenus d'Adé Laurent et ça n'a jamais posé problème. Enfin, TikTok a laissé les contenus. Et ils ne se sont pas dit, tiens, non, c'est des contenus problématiques. Parce que ça générait des vues, ça générait donc de l'argent. Et donc, c'était sympa quand Adé Laurent était une machine à cash. Par contre, quand c'est devenu une polémique publique avec le gouvernement, là, ils se sont dépêchés de réagir. Et c'est t'es en train de dire que c'est hypocrite? Ben, je pense qu'il y a, du côté de chez TikTok, ouais, une grande hypocrisie et en fait une géométrie variable dans la prise en compte des signalements. Je parlais par exemple avec Stop Ficha. Stop Ficha, avec une personne qui est dans l'association Stop Ficha, qui vise justement à lutter contre la présence de contenus liés à du revenge porn équivalent ou sexiste sur les réseaux. Eh bien, quand c'est la personne en tant qu'individu qui signale, elle ne voit pas les contenus supprimés. Par contre, quand elle signale en tant qu'association, là, les contenus sont supprimés. Pourtant, c'est les mêmes contenus. C'est des contenus qui sont finalement interdits par la loi quand ils sont en général signalés. La personne connaît bien le cadre. Pourquoi ils sont interdits? Parce qu'on n'a pas le droit aujourd'hui d'avoir des propos sexistes. C'est-à-dire que c'est pas la Chine, c'est la France. La France, elle protège les gens et elle protège les femmes, et elle protège les femmes de harcèlement, de sexisme, etc. Et donc, ou de violence physique. Donc voilà, ça c'est un sujet. Pourquoi TikTok n'agit pas? Et pourquoi il a fallu cette polémique et peut-être voilà, cette réaction forte pour que, enfin, on se dise il y a un sujet avec Adé Laurent. Voilà. Et moi, je me dis qu'il y a Adé Laurent, mais il n'y a pas que Adé Laurent, il y en a plein d'autres, je ne vais pas les citer tous, mais moi je crois qu'on doit, parce que je ne veux pas leur faire de la pub, être extrêmement vigilant avec ces influenceurs masculinistes qui parfois aussi, enfin même tout le temps, diffusent une image stéréotypée du corps des femmes, de la sexualité, parce que ça a des incidences derrière sur les comportements et les pratiques des jeunes. Bien sûr, mais je vais me faire l'avocat du diable, volontairement. Je vais être ton contradictoire. Ouais. Qu'est-ce que tu fais d'un influenceur donc, que tu appelles masculiniste et que je considérerais aussi masculiniste, qui dirait, par exemple, un truc hyper cliché du style « Ah, écoutez-moi, pour moi, une femme doit être à la cuisine, les gars. Si votre meuf n'est pas dans la cuisine, change !» Ça, on est d'accord que c'est un contenu masculiniste. Tout à fait. D'accord. Mais est-il dans sa liberté d'expression? Est-ce que c'est un délit que de dire « Je veux une femme qui soit à la cuisine » Tu as compris que ce n'était pas du tout ma pensée. Je me fais volontairement l'avocat du diable. Ouais. Alors, ce qui est sûr, c'est que les propos sexistes sont répréhensibles. Les propos sexistes, quand on véhicule des stéréotypes, sont répréhensibles. Mais ça, c'est pas délictuel? Ben, on est à la frontière. On est à la frontière et, par exemple, aujourd'hui, tu sais qu'il y a des campagnes publicitaires sexistes qui sont retirées, qui sont interdites, qui sont condamnées, parce qu'en fait, on véhicule une image dégradée des femmes. Et donc, aujourd'hui, on est sur une zone grise, on va dire.
Mais ce qui est sûr, c'est que ça pose problème. Et là où nous, on veut agir, c'est d'une part au niveau de l'algorithme, qu'il arrête de véhiculer ça, et au niveau de la plateforme, parce que la plateforme peut déclarer que les contenus sexistes ne sont pas valorisés, ne sont pas mis en avant, ne sont pas forcément visibles par toute une communauté. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des ressources humaines et pas des machines. Et Moi, bien. je le vois, je connais plus YouTube. Je te donne l'exemple de YouTube. YouTube, on est sanctionné au niveau de la monétisation. Ben S'il voilà. y a du sexe, s'il y a de la mise. Donc forcément, ça pousse le créateur de contenu à faire attention à ce qu'il va Exactement. développer comme, et YouTube, comme ils contenu. sont très bien capables de savoir s'il y a du sexisme ou de la misogynie. tu À vois. l'algorithme, oui. Et Ah, voilà. tu as la possibilité de faire appel. Voilà. Et tu as une personne manuelle qui regarde. Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi il n'y a pas ces ressources qui sont mises sur toutes ces Exactement. plateformes? Et ben, le sujet que tu pointes est là. C'est-à-dire pourquoi on n'a pas la même chose que ce que tu évoques sur YouTube, sur TikTok, et pourquoi TikTok tolère le sexisme, la misogynie. C'est pas simplement une opinion balancée comme ça, quand on a plusieurs millions, de 4, 5, 6 millions de personnes qui nous suivent. Ça a des effets dans les cours de récréation. C'est des gamins de CM2 qui me parlent de, par exemple, Adé Laurent, qui voient les contenus d'Adé Laurent, qui voient Adé Laurent ou d'autres nous expliquer que finalement, je sais pas moi, des histoires de tournantes ou d'une femme qui se fait, qui a des rapports sexuels avec 7 hommes différents, c'est pas Adé Laurent, mais je citerai pas le nom de l'autre influenceur qui fait ça, tu vois, et qui dit ah c'est super, elle adore, etc. C'est au bout du 7e qu'elle aime bien, voilà, qui nous décrivent des trucs de tournantes et de machin, et qui derrière vont reproduire ou être tentés d'avoir envie de reproduire ce type de comportement pour être un vrai mec. Voilà. Et on voit très bien où conduisent aujourd'hui la diffusion de ces propos masculinistes. Il y a des jeunes filles qui sont mortes de ça. Et on voit la série Adolescence, par exemple, qui cartonne sur Netflix. Mais qu'est-ce que ça raconte? Sinon, les effets sur les comportements des garçons dans la diffusion, finalement, d'une culture incel ou équivalente. Eh bien, aujourd'hui, il y a des gens qui meurent de ça. Et donc, en fait, moi, mon but, c'est aussi et d'abord de protéger la vie des gens, la vie des jeunes filles qui se retrouvent cyberharcelées. Est-ce que c'est normal qu'une fille qui ne serait pas avec des comportements extrêmement sexistes, enfin, je veux dire, voilà, je mets en scène ma nudité, je me comporte comme une sale quoi, parce qu'on va demander ça. Et à côté de ça, on va dire, ouais, mais le body count, t'as couché avec tous les mecs, etc. Donc, en fait, c'est bien quand on est un mec de coucher avec plein de femmes. Par contre, quand on est une fille, c'est pas bien de coucher avec plein de mecs. Bon, ça, on n'a pas attendu TikTok pour avoir des problèmes sauf comme ça. Sauf qu'en fait, on va le valoriser. La plateforme va le mettre en scène. On va créer des communautés autour de ça. Et en fait, on va diffuser des comportements qui sont extrêmement problématiques. C'est pas qu'ils n'existaient pas avant, c'est que c'est une caisse d'écho, de résonance et d'amplification de certains types de comportements et de propos. J'aimerais avoir un petit mot par rapport à l'influenceuse Ophénia, qui est justement suivie par énormément de jeunes. Alors, elle a plusieurs millions d'abonnés. Elle s'est fait connaître sur TikTok grâce à ses vidéos prodiguant des conseils sur des sujets comme la santé mentale, les relations amoureuses ou encore la vie scolaire, surtout auprès d'un public d'adolescents et de préadolescents. Et la plupart d'entre eux lui confient justement leurs problèmes, parfois des problèmes qui sont très sérieux et qui mériteraient d'être évoqués dans un cabinet spécialisé, par exemple. Et l'influenceuse Ophénia a porté plainte contre toi, c'est ce qu'elle avait annoncé l'année dernière pour diffamation après que tu aies dénoncé des comportements dévastateurs. Tu avais accusé l'influenceuse d'avoir des comportements assimilés à des pratiques sectaires parce que tu aurais reçu des signalements sur l'emprise qu'elle pourrait avoir sur sa communauté très jeune. Où est-ce que ça en est? Alors, j'ai jamais reçu la plainte. J'ai jamais reçu la plainte. Et ce qui est marrant, c'est qu'après m'avoir annoncé qu'elle portait plainte contre moi, elle m'a vu et elle m'a demandé un rendez-vous. Donc je l'ai reçu. Je lui ai dit, voilà, on n'en fait pas la pub. Alors, sauf qu'elle en a parlé récemment, c'est pour ça que je me permets de l'évoquer ici. Et moi, je l'ai reçu en lui disant, moi, je suis pas là pour, je suis là pour réguler les réseaux, donc je suis pas là pour vous mettre, vous, en difficulté. Mais il s'avère que j'ai été saisi de comportements problématiques que vous avez pu avoir. Et surtout, en fait, à travers vous, mon objectif, c'est de voir comment on arrive à réguler de manière générale, comment on arrive à protéger les mineurs. Et il s'avère que dans sa communauté, même si elle dit le contraire quand elle dit « je montre mes stats, regardez, j'ai pas de très très jeunes », sauf qu'en fait, les très très jeunes, comme ils ne peuvent pas déclarer leur âge, ils ont en fait automatiquement dans les stats plus de 13 ans, même si parfois ils ont moins de 13 ans. Et quand ils grandissent,
en fait, ils ont toujours un âge décalé. Donc, du coup, oui, elle a une communauté très jeune. Oui, elle a eu des propos problématiques en incitant des jeunes, par exemple, à ne pas, dire ta CPE, elle est méchante, etc., et à se confier à elle plutôt qu'à des adultes de confiance en proximité. Oui, elle a décidé de créer des rituels avec des jeunes qui parfois peuvent les isoler de leur famille en disant je prends un petit déjeuner avec sa communauté. Et oui, on a avec Ophénia des relations asymétriques, c'est-à-dire qu'elle va donner l'impression de considérer les jeunes, elle va créer un système de récompense pyramidale où plus on est proche, plus on est sympa avec elle, plus elle va mettre en avant, elle se met en scène à danser avec des très jeunes, 13, 15 ans. Enfin, voilà, il y a des vrais sujets quand même de la manière dont elle va créer un système de dépendance, consciemment ou non, de sa communauté. Parce que tout ceci aussi lui rapporte de l'argent. Voilà, donc moi, je lui ai dit que je trouvais son modèle problématique. J'ai eu l'impression qu'elle n'en avait pas totalement conscience. Voilà, mais il s'avère qu'aujourd'hui, moi, j'avais dit que ça pouvait s'apparenter à des pratiques sectaires parce qu'on était en train de parler du projet de loi sur les dérives sectaires. Et donc, j'ai essayé d'alerter à ce moment-là sur les dérives qu'il pouvait y avoir dans un certain nombre de communautés d'influenceurs, et qu'en parallèle de ça, il y avait des gens qui se mettaient en scène avec Ophénia comme une figure de la lutte contre le harcèlement. Je pense notamment à Gabriel Attal, qui était ministre de l'Éducation nationale, et qui l'avait reçu, qu'on avait fait un peu une égérie de la lutte contre le harcèlement, parce qu'elle avait soi-disant inventé un signal qui n'était pas du tout utilisé par les gens en situation de harcèlement. L'idée, quand tu es harcelé, c'est pas de faire un signe, etc., c'est d'aller voir les gens, d'aller te confier. Je pense que le meilleur truc qu'on peut dire aux personnes qui sont harcelées, c'est d'en parler autour d'elles, pas d'en parler à Ophénia, d'en parler à des adultes de confiance, d'en parler dans leur C'était donc de la méconnaissance, selon toi, de Gabriel Attal? À l'époque, oui. Et puis, ou c'était pour surfer sur une tendance? C'était avant aussi qu'elle fasse la pub de Crush, qui était une application de rencontre entre jeunes, voilà, qui était idéale pour des criminels, pour se faire passer pour des jeunes, pour aller faire leur marché. C'était génial. Donc voilà, elle avait un peu une hype du côté de certains politiques. Et donc j'ai dit, attention, quand vous vous mettez en avant à côté d'influenceurs parce que vous vous dites que vous pouvez, d'une certaine manière, aussi choper une partie de leur popularité, parce que c'est souvent ça, derrière, ces gens-là peuvent être problématiques. Je ne dis pas qu'ils sont totalement problématiques. Je ne dis pas, en fait, que les influenceurs sont tout noirs ou tout blancs. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais par contre, je crois que... Ah bah dis donc. T'as vu, j'ai dit tout noir ou tout blanc? Mais oui, mais c'est hallucinant. Et moi, j'allais te dire, mais attends, il y a aussi des politiques qui sont problématiques. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Et en fait, moi, les politiques qui sont problématiques, j'évite de trop m'afficher à côté d'eux. Voilà, tous les législateurs ne sont pas blancs comme neige. Tout à fait. Personne n'est tout noir ou tout blanc. Mais en fait, moi, mon rôle, c'est pas de faire la morale, c'est de faire la loi. Et donc de chercher à voir comment on peut créer des mécanismes de protection collective. Et donc, Cohort Berger fait son signalement très bien, que ça a une incidence, ok. Mais surtout, le sujet, c'est pas ça. C'est comment est-ce qu'on arrive, à un moment ou à un autre, à avoir une règle qui protège tout le monde, quel que soit son statut, et qui évite finalement de voir les dérives qu'on a observées. En parlant de Gabriel Attal, justement, l'ancien Premier ministre et actuel député Gabriel Attal a proposé une série de mesures pour lutter contre le temps d'écran chez les jeunes. Donc c'est une interdiction totale des réseaux sociaux chez les jeunes de moins de 15 ans, un accès limité à 1 heure par jour pour les 15-18 ans, un blocage complet entre 22 heures et 8 heures pour les mineurs et une taxe de 2% des revenus générés en France par les plateformes pour financer des dispositifs en faveur de la santé mentale. C'est extrême ou c'est bien réfléchi? Alors, il y a certains points sur lesquels je suis d'accord. La question du couvre-feu numérique, d'une certaine manière, ça peut être utile parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas réussir à décrocher de leur flux algorithmique et qui vont passer la nuit à scroller. Le problème, c'est qu'on ne s'est pas attaqué à la racine. Le sujet, c'est pourquoi est-ce qu'ils passent leur nuit à scroller? C'est parce que l'algorithme est addictif. Pourquoi est-ce qu'il y a des jeunes de moins de 15 ans qui se retrouvent en difficulté, et d'ailleurs de plus de 15 ans? Parce que l'algorithme est problématique. Et donc, en fait, en disant on va interdire aux mineurs à moins de 15 ans d'aller sur les réseaux sociaux, on ne se dit pas, tiens, qu'est-ce qui se passe quand on a 16, 17, 18 on peut avoir des TCA à 19 ans. Donc le sujet, il est en amont. Il est au niveau de la lutte contre la plateforme. Et donc moi, je trouve que ces propositions de loi ne sont pas inintéressantes. Mais elles sont finalement des propositions de loi passives. Parce qu'on accepte que les jeunes aillent mal, on accepte qu'ils aient des troubles mentaux, et en fait, on ne s'attaque pas à la cause de ça, au phénomène amplificateur. Et donc moi, je préfère largement qu'on ait un Premier ministre qui dise ou un président de groupe, je vais aller taper sur TikTok et le sujet, il est là. Et je préfère qu'on dise, on interdit les réseaux sociaux tant qu'ils sont problématiques, on leur met des maxi-amendes tant qu'ils sont problématiques, et c'est là le sujet, plutôt qu'on dise, on va interdire à 15 ans. Les réseaux sociaux, d'ailleurs, c'est lesquels? Est-ce qu'on interdit YouTube?
C'est un réseau social ou pas? Ils ne l'ont pas fait en Australie. Est-ce qu'on interdit WhatsApp et Telegram? Si on interdit pas WhatsApp et Telegram, est-ce que le risque, c'est pas que les jeunes de moins de 15 ans, ils se retrouvent tous sur Telegram, sur des channels extrêmement dangereux? Voilà. Donc moi, je préfère en fait m'attaquer à la racine et pas aux conséquences. Et je préfère éviter aussi de passer mon temps à moraliser la jeunesse et à la rendre responsable de quelque chose qui n'est pas de son fait. Elisabeth Borne, elle, de son côté, elle expérimente la pause numérique dans une centaine de collèges cette année. Donc il s'agit en fait de prendre les téléphones tout simplement des collégiens à l'entrée des collèges pour leur restituer uniquement en fin de journée, en fin de cours. Est-ce que tu soutiens cette initiative d'Elisabeth Borne? Plutôt, il ne faut surtout pas que la pause numérique repose en termes de coût sur les jeunes, hein, parce que maintenant, la manière dont on fait, c'est plutôt des pochettes aimantées où on va mettre le téléphone en fait, pour qu'il puisse être utilisé. Je pense que ça peut être utile. On sait que les jeunes passent l'essentiel de leurs interactions sociales, par exemple dans la cour, sur leur téléphone, et donc du coup, il faut encourager le lien social, le lien humain, etc. Donc voilà, moi je suis plutôt favorable à ça, avec voilà, toujours l'idée que ça ne doit pas être des contraintes en plus pour les établissements, que le sujet, c'est aussi d'abord des assistants éducatifs, des personnels présents dans les établissements, des infirmiers scolaires auprès desquels on peut aller se confier, des médecins et des psychologues scolaires. Et c'est aussi comme ça qu'on luttera contre les problématiques liées aux écrans. Merci Arthur Delaporte. J'espère vraiment pour toutes celles et ceux qui l'ont regardé dans son intégralité que ça vous a aidé à comprendre toute cette effervescence autour de la commission d'enquête TikTok présidée par le député du Parti Socialiste Arthur Delaporte. Merci vraiment Arthur pour toutes ces explications, pour cet échange. C'était hyper enrichissant. Moi-même, j'ai appris tout un tas de choses. Vraiment. Vous retrouvez Arthur Delaporte sur ses réseaux sociaux. Son compte TikTok, c'est Arthur Delaporte 14. Son compte Instagram, c'est Arthur Delaporte, au-delà, bien sûr, de le retrouver dans sa circonscription. Et nous, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle... pardon, c'est ma déformation, j'allais dire une nouvelle personnalité. Une nouvelle personnalité politique. Un nouvel invité? Bah oui, en interview, non, chez Zira. Chez Zira. À bientôt. Bye bye.